Marvin était un dur. Il était dur sur le plan personnel. C'était un acteur coriace dans ses rôles et l'une des plus grandes voix, tant au niveau du discours que du jeu, de tous les films hollywoodiens. Se retrouver suspendu au bord d'une falaise est peut-être le conflit professionnel le plus extrême de l'histoire. Étonnamment, Lee Marvin était au centre de tout cela. Connu pour sa personnalité dure et son talent d'acteur exceptionnel, Marvin était une célébrité dans l'industrie du divertissement. Pourtant, il y avait des gens avec qui il ne travaillerait plus jamais. Qu'a-t-il fait et comment ces événements se sont-ils déroulés? Rejoignez-nous pour discuter de ce qu'a fait exactement Lee Marvin pour que sa co-star refuse de travailler avec lui. Hollywood Ultimate Tough Guy. Lee Marvin n'était pas un acteur hollywoodien typique. Avec sa voix grave et ses cheveux blancs prématurés, il avait une présence frappante qui le faisait sortir du lot. Il était connu pour jouer des personnages durs et pragmatiques. Marvin a d'abord attiré l'attention en tant que méchant que le public aimait mépriser. Au fil du temps, il a brisé ce moule, devenant célèbre pour ses rôles d'anti-héros complexes, des personnages qui vivaient dans la zone grise entre le bien et le mal. L'un de ses premiers succès fut la série télévisée M-Squad, dans laquelle il incarnait le lieutenant-détective déterminé Frank Ballinger. À partir de ce moment, la carrière de Marvin décolle. Ses rôles dans des films comme Les 12 salopards et Point Blank mettent en valeur son charisme brut et sa présence intense à l'écran. Dans Les 12 salopards, il incarne un major bourru chargé de diriger une équipe de soldats inadaptés dans une mission dangereuse, consolidant ainsi son statut d'acteur principal. Mais Marvin n'était pas seulement un personnage d'action et de courage. Dans la comédie Cat Ballou, il a surpris tout le monde en interprétant deux rôles très différents, un pistolero ivre et déchu et un hors-la-loi rusé. Sa performance hilarante et inoubliable lui a valu un Oscar du meilleur acteur, ainsi que d'autres prix prestigieux comme le Golden Globe et le BAFTA. Ce film a prouvé que Marvin était plus qu'un dur à cuire. C'était un acteur polyvalent avec une capacité unique à combiner la rudesse avec l'humour. La vie de Marvin en dehors de l'écran était aussi colorée que les personnages qu'il incarnait. Né à New York, il venait d'une famille aux racines historiques profondes. Il était un parent éloigné du général confédéré Robert E. Lee et même du premier président des États-Unis, George Washington. Malgré cette lignée impressionnante, l'enfance de Marvin fut loin d'être glamour. Il s'intéressait peu à l'école et se retrouvait souvent en difficulté. Alors que les autres enfants se concentraient sur leurs études, Marvin préférait passer son temps à l'extérieur. Ayant grandi en Floride, il adorait chasser le cerf, la dinde sauvage et même le lynx roux dans les Everglades inexplorés. Ses premières expériences lui ont donné un amour de l'aventure et une ténacité qui définirait plus tard son style d'acteur. La nature rebelle de Marvin ne faisait pas de lui un étudiant idéal. Il fut renvoyé de plusieurs écoles pour avoir séché les cours, fumé et s'être battu. Il finit par intégrer l'Académie militaire de Peekskill à New York, où il commença à apprendre la discipline. Plus tard, il s'inscrivit à l'école préparatoire du St. Leo College en Floride, où il commença à réfléchir plus sérieusement à son avenir. Ces expériences formatrices ont façonné la carrière de Marvin de manière inattendue. Sa ténacité naturelle, affinée au cours de son enfance mouvementée, l'a rendu crédible dans des rôles difficiles. Mais il a également apporté de l'humour et de la vulnérabilité à ses personnages, créant une combinaison qui le distingue des autres. Qu'il incarne un soldat, un tueur à gages ou un cowboy, Marvin a apporté authenticité et talent à chacune de ses performances. Il n'était pas seulement un acteur. C'était une personnalité plus grande que nature dont l'héritage continue d'inspirer le public aujourd'hui. Malgré son caractère rebelle en grandissant, Marvin s'est révélé être une personne responsable. Comment a-t-il fait cela exactement? De héros de champ de bataille à légende hollywoodienne. Le 12 août 1942, Marvin s'est enrôlé dans le corps des Marines des États-Unis. Bien qu'il ait débuté comme quartier-maître, son rôle est vite devenu extraordinaire. Marvin est devenu éclaireur-tireur dans la 4e division des Marines, servant dans le dangereux théâtre du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses missions comprenaient des assauts majeurs sur Kwajalein, Inuitok et les batailles féroces de Saipan et Tinian. En tant que membre de la compagnie I du 3e bataillon, Marvin a participé à un nombre impressionnant de 21 débarquements amphibies sur les îles contrôlées par les Japonais. Son courage a été mis à rude épreuve lors de la bataille de Saipan,
le 18 juin 1944, alors qu'il menait un assaut sur le mont Tapachao. Il a été transpercé par des tirs de mitrailleuse, sectionnant son nerf sciatique. Quelques instants plus tard, la balle d'un tireur d'élite l'atteignit au pied. Malgré la douleur intense et le chaos, Marvin survécut, même si la plupart des membres de sa compagnie furent tués. Après plus d'1 an de convalescence dans les hôpitaux de la marine, Marvin fut honorablement libéré en tant que soldat de première classe. Il est intéressant de noter qu'il avait auparavant occupé le grade de caporal, mais qu'il avait été rétrogradé pour avoir semé le trouble. Un indice de l'esprit rebelle qu'il a porté tout au long de sa vie, pour son courage. Marvin a reçu une série de récompenses prestigieuses, dont le Purple Heart, le Presidential Unit Citation, le Combat Action Ribbon et plusieurs autres. Ces décorations ont souligné sa bravoure et son dévouement inébranlable. À la fin de la guerre, la vie de Marvin prend un tournant radical. Alors qu'il travaille comme assistant plombier à Woodstock, dans l'État de New York, le destin intervient. Il remplace un acteur malade lors d'une répétition et le virus de la scène le ronge. Inspiré par cette nouvelle passion, il s'installe à Greenwich Village et utilise le GI Bill pour étudier le théâtre à l'American Theatre Wing. La carrière d'acteur de Marvin commence modestement avec des rôles au théâtre et à la télévision. Au début des années 70, nous tournions un film intitulé Pocket Money avec Paul Newman et Lee Martin. Et nous étions quelque part à la frontière du Mexique, à Nogales. C'est pourtant de ce côté-là qu'il est sorti. Mais son authenticité brute, façonné par ses expériences de la guerre, l'a distingué. Il est rapidement devenu célèbre pour son intensité, en particulier dans les drames de guerre, où il a souvent aidé les réalisateurs et les partenaires à rendre les scènes réalistes. Hollywood ne tarda pas à le remarquer. Marvin fit ses débuts au cinéma dans You're in the Navy Now, aux côtés des futures légendes Charles Bronson et Jack Warden. Il apparut ensuite dans plusieurs westerns et rôles bourrés d'action, gagnant en popularité pour ses méchants menaçants. Dan's The Big Heat, il incarne un antagoniste effrayant, et dans L'équipé sauvage, il affronte Marlon Brando. Au milieu des années 1950, Marvin est une star recherchée, avec des rôles notables dans Bad Day at Black Rock et Seven Men From Now. Mais ce n'est que dans les années 1960 qu'il devient véritablement un nom connu du grand public. Dans L'homme qui tua Liberty Valance, Marvin incarne le cruel Liberty Valance, partageant l'écran avec John Wayne et James Stewart. Son interprétation menaçante a captivé le public. Les années 1960 ont également vu Marvin connaître sa plus grande percée. La comedy western décalée Cat Ballou, dans laquelle il a joué un double rôle, lui a valu l'Oscar du meilleur acteur. Marvin a continué à dominer avec des rôles dans Les Professionnels et Les 12 salopards, où son interprétation d'un commandant dur et pragmatique s'inspirait directement de sa propre expérience militaire. Plus tard, dans Point Blank, il a consolidé son statut de pionnier du cinéma moderne et audacieux. Bien que la carrière de Lee Marvin ait connu des hauts et des bas, son héritage en tant que héros de guerre et icône hollywoodienne reste inégalé. Des champs de bataille du Pacifique au grand écran. Marvin a vécu une vie définie par la résilience, le courage et un magnétisme indéniable qui fascinent encore aujourd'hui le public. Si Lee Marvin possédait vraiment un talent exceptionnel, pourquoi quelqu'un hésiterait-il à collaborer avec lui? Explorons les imperfections qui ont conduit à des relations professionnelles tendues. Stephen Lancaster était un acteur américain qui a bâti une carrière remarquable à Hollywood. Il est devenu célèbre pour ses interprétations de personnages coriaces, mais également vulnérables. La carrière de Lancaster s'est étendue sur plus de 45 ans et il a acquis la réputation d'être l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Il a reçu 4 nominations aux Oscars pour le meilleur acteur, dont une pour ses performances percutantes. Il a également remporté 2 prix BAFTA et un Golden Globe pour le meilleur acteur principal. Son héritage a été consolidé lorsque l'American Film Institute l'a classé au 9e rang des plus grandes stars masculines du cinéma classique hollywoodien. La carrière de Lancaster a été définie par sa polyvalence, incarnant souvent des personnages durs au cœur sensible. Pourtant, au fur et à mesure que sa carrière progressait, il a commencé à accepter des rôles plus complexes et plus difficiles qui mettaient en valeur sa profondeur en tant qu'acteur. Cependant, dans les coulisses, Lancaster était connu pour son sens aigu du professionnalisme et de la discipline. Des traits qui joueraient plus tard un rôle dans une confrontation mémorable avec sa co-star.
Lee Marvin. Pendant le tournage de The Professionals, Lee Marvin, connu pour son personnage de dur à cuire à l'écran et en dehors, était un gros buveur. Ses habitudes de consommation d'alcool sont devenues un problème important pendant le tournage de The Professionals, provoquant des tensions entre lui et Lancaster. Burt Lancaster, qui prenait son travail très au sérieux, était physiquement puissant et arrivait toujours sur le plateau préparé et sobre. L'ivresse fréquente de Marvin sur le plateau a commencé à peser sur Lancaster et l'a finalement poussé à bout. Un jour, comme le raconte l'histoire, Lancaster en a eu assez. Selon les membres de l'équipe qui étaient présents à ce moment-là, Lancaster a attrapé Marvin, l'a soulevé du sol et l'a fait pendre au bord d'une falaise. Lancaster a averti Marvin d'un ton furieux. « Si tu te présentes à nouveau saoul, je jure devant Dieu que je te jetterai du haut de cette montagne. » C'était un geste audacieux de la part de Lancaster, qui montrait à quel point il était sérieux dans le maintien d'un environnement professionnel sur le plateau. Il n'allait plus tolérer le comportement de Marvin, surtout quand il affectait la progression du film. Lee Marvin n'était pas étranger aux situations difficiles. Il avait servi comme marine de combat pendant la Seconde Guerre mondiale et était connu comme l'un des acteurs les plus durs et les plus intimidants d'Hollywood. Mais Marvin, comprenant la puissance et le sérieux des mots de Lancaster, n'était pas assez fou pour le défier. À partir de ce moment-là, Marvin se serait présenté complètement sobre à chaque scène, réalisant que Lancaster était sérieux. Au final, les deux acteurs, malgré leurs différences, se sont profondément respectés. La position ferme de Lancaster envers Marvin n'a pas diminué la camaraderie qu'ils partageaient. Ce n'était qu'un autre chapitre de la dynamique complexe entre deux personnalités plus grandes que nature. Bien que Burt Lancaster ait eu des conflits avec Lee Marvin sur le tournage, c'est sa relation avec une femme en particulier qui lui a valu un ennemi féroce. Que s'est-il passé exactement? Une relation qui a tourné au vinaigre. Le parcours de Michel Triola vers la gloire et la notoriété juridique a commencé en 1933 à Chicago, après la Seconde Guerre mondiale. Sa famille a déménagé à Los Angeles, où Michel, comme beaucoup d'autres, rêvait d'une carrière à Hollywood. Chanteuse et danseuse talentueuse, elle a consacré son temps à perfectionner son art, sautant même l'université pour se concentrer sur sa passion. À 20 ans, Michel se produisait comme danseuse vedette dans des salles prestigieuses comme Las Vegas et Reno, se forgeant une réputation de talent et de dévouement. À 27 ans, elle épousa l'acteur Skip Ward, mais divorça rapidement après avoir réalisé que leur mariage n'était pas fait pour durer. Déterminée à se faire un nom, Michel passa 1 an à se produire dans des boîtes de nuit européennes, gagnant un salaire substantiel avant de retourner à Hollywood en 1964. La même année, elle décroche un petit rôle de danseuse dans Ship of Fools, espérant que cela lui ouvrirait de plus grandes perspectives. Au lieu de cela, ce rôle l'amène dans l'orbite de l'acteur Lee Marvin, déclenchant une relation de 6 ans qui allait finalement changer sa vie. Michel et Marvin se rapprochent rapidement, et il emménage dans son appartement de Hollywood Hills peu de temps après qu'ils aient commencé à sortir ensemble. Ensemble, ils ont vécu un style de vie glamour, voyageant au Mexique et s'installant dans une maison de plage de Malibu à 250 d'heure, que Michel a décorée elle-même. Malgré ses ambitions, Michel a largement mis sa carrière entre parenthèses pour soutenir Marvin, enregistrant même une chanson, Promise Me Your Love, mais abandonnant la promotion pour le suivre en Angleterre. En 1966, lorsque Marvin a remporté un Oscar pour Cat Ballou, Michel se tenait fièrement à ses côtés. En 1970, Michel a légalement changé son nom de famille en Marvin en signe de son engagement. Cependant, plus tard dans l'année, Marvin a mis fin à leur relation et a épousé son amour de lycée, Pamela Feely. Le cœur brisé et sans emploi, Michel a eu du mal à reprendre sa carrière de chanteuse. À 37 ans, loin des projecteurs depuis des années, elle a eu du mal à décrocher des contrats. Pour joindre les deux bouts, elle a accepté des petits boulots, comme arroser des plantes et taper des scripts avant de décrocher un poste de secrétaire à 125 $ par semaine à l'agence William Morris, la même agence qui l'avait autrefois représentée en tant qu'artiste. Au départ, Marvin a accepté de payer Michel 833 $ par mois pendant 5 ans pour l'aider à reconstruire sa vie. Cependant, il a arrêté de payer ses factures au bout de 14 mois, l'accusant d'avoir répandu des rumeurs sur son nouveau mariage.
Déterminé à obtenir justice, Michel a travaillé avec l'avocat Marvin Mitchelson pour intenter une action en justice, révolutionnaire en vue d'obtenir une compensation financière pour ses contributions pendant leur relation. L'affaire a duré 11 semaines et a suscité une large attention, attirant le soutien de groupes féministes et de défenseurs juridiques. Bien que le procès ait laissé Michelle sous le feu des projecteurs, elle a fini par emménager dans un modeste appartement de Beverly Hills et a commencé une nouvelle carrière en tant qu'agent artistique. S'il est inévitable de se faire des ennemis, Lee Marvin a également gagné le respect de nombreuses personnalités de l'industrie. Qu'ont-elles dit de lui? Relation avec John DeWayne. John Wayne et Lee Marvin, deux acteurs légendaires, étaient tout aussi captivants hors écran qu'à l'écran. Ils ont travaillé ensemble sur 3 films, dont 2 réalisés par l'emblématique John Ford. Leur alchimie était électrique, mais chacun avait une présence distincte. La première femme de Lee Marvin a magnifiquement décrit leur personnalité contrastée. À l'écran, Wayne était comme un ours puissant, stable, autoritaire et plus grand que nature. Marvin, en revanche, ressemblait davantage à une panthère élégante, gracieuse, imprévisible et prête à frapper à tout moment. Leur relation hors écran était tout aussi captivante. Malgré leurs différences, Wayne et Marvin partageaient un immense respect l'un pour l'autre. Une histoire, racontée par le fils de Ken Edwin, met en lumière leur camaraderie et la personnalité dure de Wayne. Marvin et Wynn ont un jour fait une beuverie sauvage et ont fini par faire la fête sur le yacht de Wayne au Mexique. Au début, Wayne n'était pas gêné par leur compagnie, mais sa patience a fini par s'épuiser. Sans hésitation, il a jeté le duo indiscipliné de son yacht dans le golfe du Mexique, montrant ainsi clairement que même les légendes ont leurs limites. L'ascension de Marvin en tant que grand-père des héros d'action moderne est devenue évidente avec son rôle dans The Killers, réalisé par Don Siegel, qui a contribué plus tard à façonner la carrière de Clint Eastwood. Le film a marqué un tournant. Le personnage d'anti-héros de Marvin a pris le devant de la scène et son attitude dure et pragmatique a donné le ton aux stars de films d'action. Sa célèbre réplique « Madame, je n'ai pas le temps » a été le précurseur de phrases emblématiques comme celle d'Eastwood. « Allez-y, faites-moi plaisir ». L'influence de Marvin s'est étendue au-delà des dialogues. Son physique et ses improvisations ont ajouté de la profondeur à ses rôles. Par exemple, dans The Killers, il a interprété une scène difficile sans protection, prouvant ainsi son dévouement et sa ténacité, même lorsqu'il était aux prises avec des problèmes personnels comme l'alcool et les problèmes conjugaux. Il est intéressant de noter que The Killers devait initialement être le premier téléfilm, mais il a été jugé trop violent, notamment à la suite de l'incident avec John F. Kennedy. Le film a été mis de côté, puis diffusé plus tard dans les salles de cinéma, où il a connu un succès retentissant. Le portrait que Marvin fait d'un anti-héros, d'un personnage moralement complexe qui ne correspond pas au modèle traditionnel du héros, est révolutionnaire. Ce n'était pas quelqu'un que l'on admire ou que l'on souhaite rencontrer dans la vraie vie, mais la complexité et la brutalité de son personnage étaient captivantes. Quel héritage Lee Marvin a-t-il laissé derrière lui? Un héritage durable. À bien des égards, l'héritage de Marvin a ouvert la voie aux héros d'action moderne. De Charles Bronson dans Death Wish à Robert De Niro dans Taxi Driver, on peut voir des éléments de l'influence de Marvin dans leur performance. Son travail dans The Killers était en avance sur son temps, redéfinissant l'archétype de l'anti-héros et laissant une empreinte durable sur le cinéma. Marvin, comme l'ont expliqué John et Dwayne, incarnait l'archétype d'un anti-héros, un personnage qui suivait son propre chemin, souvent au mépris des normes sociales ou des attentes morales. Ses rôles reflétaient souvent cette tendance, qu'il incarne un tueur avec son propre code ou un soldat aux prises avec les horreurs de la guerre. Marvin apportait une touche d'authenticité. Dwayne a souligné l'influence de The Killers sur des cinéastes comme Quentin Tarantino, dont les dialogues caractéristiques reflétaient les échanges désinvoltes et tranchants entre Marvin et ses co-stars dans ce film. Malgré son budget modeste, le film a gagné en notoriété au fil des ans, prouvant son impact durable. Au cours de leur discussion, John DeWayne a parlé des convictions personnelles et politiques de Marvin, qui était loin des personnages à l'écran que les fans confondaient parfois avec son identité réelle. Contrairement aux tendances conservatrices de John Wayne, Marvin était plus libéral, défendant des causes progressistes comme les droits des femmes, et même les droits des homosexuels, peu courants pour sa génération. Mais il avait aussi des opinions bien arrêtées sur certaines questions,
comme la possession d'armes à feu, façonné par ses expériences et l'histoire dont il a été témoin. Sa position nuancée révèle un homme qui ne pouvait pas être enfermé dans des étiquettes simplistes. Les collaborations de Marvin avec le réalisateur Robert Aldrich ont mis en évidence une éthique de travail commune. Concentré, pragmatique et efficace. Des films comme Les 12 salopards et L'Empereur du Nord sont le résultat de cet alignement. Le dédain de Marvin pour l'analyse excessive des rôles et son rejet de la méthode d'interprétation ne l'ont pas empêché de travailler avec certains des meilleurs acteurs de l'industrie. Dont Marlon Brando. Leur respect mutuel a défié la prétendue rivalité. Marvin racontant même un moment humoristique où Brando s'est occupé de lui. L'une des œuvres dont Marvin est le plus fier, Hell in the Pacific, a exposé ses points de vue sur la guerre et les conflits humains. Malgré le manque de succès commercial du film, Marvin a apprécié son message et l'opportunité de travailler avec Toshiro Mifune, qu'il admirait beaucoup. Leur collaboration a surmonté les barrières linguistiques, s'appuyant sur le respect mutuel et l'alchimie professionnelle. Ce film, bien que difficile à réaliser en raison de l'équipe de production internationale et des difficultés de communication, est resté cher à Marvin. L'anecdote la plus révélatrice à son sujet est peut-être la façon dont il a soutenu John Boorman pendant le tournage de Point Blank. Malgré sa nouvelle célébrité, Marvin a confié le contrôle créatif complet au réalisateur relativement inexpérimenté, montrant ainsi sa confiance et sa foi dans la vision de Boorman. C'est un geste que peu de stars de sa stature auraient fait, consolidant son héritage non seulement en tant qu'acteur talentueux, mais aussi en tant qu'artiste généreux et collaboratif. Alors qu'ils discutaient de détails fascinants sur Lee Marvin, John a évoqué un sujet inattendu, l'amour profond de Lee pour la musique blues. Dwayne, visiblement excité, et acquiescé, affirmant que la découverte de cette passion était également une agréable surprise pour lui. Il s'est avéré que presque tous les gens interrogés par Dwayne avaient des histoires sur Lee qui leur jouaient ses disques de blues préférés. Cet amour pour le blues n'était pas très connu, ce qui en faisait un trésor caché de la personnalité de Lee. Lorsqu'on lui a demandé quels étaient les musiciens préférés de Lee, Dwayne a partagé une anecdote amusante sur la lune de miel de Lee. Selon Betty, la femme de Lee, il emportait non seulement son matériel de pêche, mais aussi ses disques de blues préférés. Des icônes comme Robert Johnson et Blind Lemon Jefferson figuraient parmi ses favoris. Le fils de Lee, Christopher, a raconté l'histoire intrigante de son père qui sautait dans des trains de marchandises lorsqu'il était jeune homme, affirmant même qu'il avait un jour partagé un trajet avec Blind Lemon Jefferson. Dwayne a admis qu'il avait du mal à y croire depuis le décès de Jefferson à la fin des années 1920, mais cela montre l'amour de Lee pour la culture blues. Sa passion pour la musique allait au-delà du blues. Dwayne a raconté une histoire de l'époque où Lee était membre de M-Squad. Lors de la première saison, la musique de l'émission était fade. Mais une fois que Lee est devenu producteur, il a fait appel à Count Basie pour composer une bande originale de jazz entraînante. La nouvelle bande originale a été un succès. Les exemplaires se sont vendus rapidement, et Lee lui-même a écrit les notes de pochette de l'album. Christopher a également révélé que Lee appréciait les musiciens rock aux influences blues, notamment les artistes de British Invasion et Jimi Hendrix. La conversation s'est ensuite portée sur l'héritage unique de Lee. Dwayne a décrit les fils de Lee Marvin, un groupe secret fondé par le cinéaste Jim Jarmusch. Les membres, dont Tom Waits et Nick Cage, étaient non seulement des fans de Lee Marvin, mais partageaient également une ressemblance avec l'acteur. Dwayne a trouvé cet hommage différent de tout autre groupe de fans dédiés à des stars emblématiques comme John Wayne ou Marilyn Monroe. Il s'est émerveillé de la façon dont l'individualité robuste de Lee a continué à inspirer les esprits créatifs bien après sa mort. John a ensuite changé de sujet, mentionnant l'alchimie à l'écran et hors écran de Lee avec Angie Dickinson. Dwayne a confié qu'un barman qui les voyait souvent ensemble avait remarqué un lien particulier entre les deux, Angie. Cependant, pensait que la timidité de Lee envers les femmes l'avait peut-être empêché d'exprimer pleinement ses sentiments. Elle a admis qu'elle était flattée par l'idée, se demandant ce qui aurait pu se passer si Lee avait été plus ouvert sur ses émotions. Au fur et à mesure que la conversation avançait sur la carrière cinématographique de Lee, Dwayne a souligné sa préférence pour les rôles mettant l'accent sur le courage et l'obscurité plutôt que sur la romance. Contrairement à de nombreux acteurs, Lee a toujours incarné des personnages durs et mystérieux au passé violent, évitant les rôles romantiques classiques.
Dwayne a admiré la façon dont Lee est resté fidèle à cette image tout au long de sa carrière. Enfin, la discussion a porté sur l'Oscar de Lee pour Cat Ballou. Pour la meilleure performance d'un acteur en 1965, les nominés sont Oscar Werner pour La Nef des Fous, Richard Burton pour L'espion qui venait du froid, Rod Steiger pour L'agent porno, Laurence Olivier pour Othello et Lee Marvin pour Cat Ballou. Et le gagnant est Lee Marvin. Bien que John et Dwayne aient tous deux reconnu que ce n'était pas la meilleure performance de Lee, ils ont convenu que le prix honorait probablement l'ensemble de son œuvre. Dwayne a raconté une anecdote amusante au sujet de Lee menaçant en plaisantant de faire trébucher Rod Steiger, un autre nominé, s'il remportait l'Oscar à sa place. Lorsque Lee a gagné, son discours de remerciement était célèbre pour être bref, et il a ironisé sur le fait que la moitié du prix appartenait à un cheval. Plus tard dans la soirée, Lee a aperçu Steiger en pleurs à un feu rouge, tapotant joyeusement sur la vitre de sa voiture avec l'Oscar, mettant en valeur son sens de l'humour malicieux. À la fin, Dwayne a fait l'éloge de Lee Marvin comme d'une icône unique dont l'héritage perdure de manière inattendue. Que pensez-vous de la personnalité de Lee Marvin? Burt Lancaster a-t-il vraiment menacé de jeter Marvin dans une falaise? Partagez vos impressions avec nous dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran. Vous l'apprécierez.